Bon, Bismillahirrahmanirrahim. Euh, je vais commencer le premier chapitre. Donc, je l'ai partagé en deux parties, en 20 pages. Donc, chaque partie sera en 10 pages. Premier chapitre, la rhéologie des sols. Donc, on va voir un aperçu, on va faire un aperçu général des géomatériaux et de leur rhéologie. Donc, c'est-à-dire, la première des choses, il faut comprendre ce que signifie le mot rhéologie. Donc, c'est un verbe ou bien c'est un mot inspiré c'est un mot grec en général. Donc, c'est l'écoulement, c'est la science de l'écoulement. Donc, chaque matériau a un comportement d'écoulement. Donc, il s'écoule sous l'action des efforts. Donc, c'est la science ou bien l'étude de l'écoulement des matériaux. Donc, devant l'impuissance de la théorie de l'élasticité et de la mécanique des fluides, donc la mécanique des fluides, c'est un type de mécanique comme la mécanique des milieux continus. Donc c'est une branche de la mécanique des milieux continus. Bien, c'est une autre discipline inspirée du MFC. Donc c'est la théorie élaborée, c'est une théorie élaborée en 19e siècle. Donc à décrire, à expliquer les propriétés de matériaux au comportement mal défini intermédiaire entre celui du solide élastique parfait où les contraintes sont proportionnelles aux déformations. Donc il y a une relation proportionnelle. Donc si la contrainte elle augmente, il y a une augmentation de la déformation. C'est ce qu'on appelle proportionnalité. Et celui du fluide newtonien où les contraintes sont proportionnelles aux vitesses de déformation. Donc il y a, c'est-à-dire ce qu'on appelle la viscosité. C'est-à-dire si le temps intervient dans c'est-à-dire le comportement des matériaux, donc c'est-à-dire on va dire qu'il a un comportement visqueux. Mais tout ça, on va le voir pas, c'est-à-dire pas par pas dans les chapitres c'est-à-dire des chapitres qui viennent. Donc il est apparu nécessaire d'élaborer cette nouvelle discipline c'est-à-dire qu'on a appelé rhéologie. Les études expérimentales s'attachent à mesurer les propriétés de l'écoulement des matériaux, tandis que les approches théoriques cherchent les équations constitutives reliant les contraintes aux déformations. Donc il y a une partie théorique et il faut faire la partie expérimentale donc pour faire toute une étude sur le comportement des matériaux. Par exemple, la figure 1, donc si je fais un zoom de cette figure, vous pouvez remarquer qu'est-ce qu'il y a dans cette figure. Donc il y a relation entre la contrainte et le taux de cisaillement, le taux de déformation. C'est ça, c'est-à-dire taux de cisaillement. Cisaillement, c'est quoi? C'est une déformation transversale. Donc le taux de cisaillement. Donc on peut remarquer qu'il y a on remarque ici qu'il y a quatre comportements. Donc chaque comportement il diffère à l'autre selon le type de matériau étudié. On va commencer par le comportement des solides et des fluides en général, c'est-à-dire ce qu'on trouve en général comme type de matériaux. Il y a des matériaux qui sont solides et des matériaux fluides. Donc, il y a la différence entre les deux types. Donc, c'est que le matériau solide, il a une forme bien distincte, c'est-à-dire bien définie, par exemple, comme la table, ce qui est solide. La table, le tableau, le corps humain. Donc, on a tous une forme bien définie, tandis que le fluide n'a pas de forme. Il prend la forme du récipient qui l'occupe. Donc, ce qui est bien clair dans la figure 2. La réalité montre qu'il n'existe pas de discontinuité nette entre un solide et un fluide. Donc, on peut trouver un matériau qui est entre les deux, entre un solide et un fluide qu'on a appelé c'est-à-dire un matériau semi-solide ou bien semi-fluide, parce que son comportement n'est ni un comportement d'un solide, ni un comportement d'un fluide, c'est-à-dire il n'est ni c'est-à-dire purement solide, ni purement fluide. Donc, c'est-à-dire ils l'ont appelé un matériau semi-solide ou bien semi-fluide. Cependant, il convient de définir des comportements semi-solides ou semi-fluides. Donc, un exemple simple de comportement semi-fluide est celui du matériau parfaitement plastique à la limite d'écoulement. Par exemple, si on remarque ici, dans la figure 3, vous pouvez remarquer qu'est-ce qu'on a. On a toujours vu cette liaison, donc cette figure entre contrainte déformation donc pour lire ou bien pour déterminer ou bien pour bien comprendre la loi de Hooke, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait la relation, il a pu tracer une relation bien une liaison ou bien la courbe
la courbe entre la contrainte et la déformation. Mais la forme de cette courbe, si vous remarquez bien, il y a deux tranches. La partie qui est élastique, où il y a une proportionnalité entre le sigma et le epsilon. Et ensuite, il y a un point, c'est-à-dire appelé sigma S, le seuil de la contrainte au-delà duquel donc la déformation devient stable. Donc elle devient stable, donc il n'y a plus de déformation, il ne se déforme plus, mais il ne revient plus à son état initial. Donc c'est ce qu'on appelle l'état plastique. Ça c'est une courbe, c'est-à-dire qui est idéalisée donc dans c'est-à-dire la nature. On ne trouve pas une courbe telle qu'elle est, mais juste pour comprendre le phénomène. Donc ils ont tracé cette courbe pour un matériau semi-fluide. Par ailleurs, le tenseur des contraintes est sphérique dans un fluide de repos, tandis qu'il peut être quelconque dans un solide. Donc, on va voir qu'est-ce qu'un contrainte, c'est-à-dire les contraintes sphériques et déviatoriques. Donc, ça vient dans le chapitre. Donc, on va voir, c'est-à-dire les milieux continus, les structures des sols, puisque la rhéologie, donc notre domaine, vous êtes des géotechniciens, donc ce cours est, c'est-à-dire destiné aux étudiants en géotechnique, Master 2. Donc, on va, chaque fois, on va revenir à notre spécialité. Donc, on va appliquer, c'est-à-dire toutes les relations qu'on va voir sur le sol. Donc, d'une manière générale, un sol est essentiellement un milieu poreux constitué de deux ou trois phases. Donc, une phase solide formée de grains, les phases liquides et gazeuses. Donc, il y a le liquide, l'eau. L'eau, en général, il y a dans le sol, il y a la nappe phréatique, il y a de l'eau qui circule dans les grains solides et le gaz. Le gaz, c'est-à-dire ce qui est, c'est-à-dire gazeux, tout ce qui a une nature gazeuse, donc il peut prendre une partie du sol. Donc les particules solides proviennent de la désagrégation mécanique et de l'altération chimique des roches constituant l'écorce terrestre. Vous avez tous fait la géologie et comment, c'est-à-dire la stratification des sols, comment, c'est-à-dire un sol, il a été euh, mais donc ces débris arrachés à des roches préexistantes sont généralement transportés par les eaux courantes et déposés dans un milieu de sédimentation, dans lequel ils forment des matériaux dits d'origine détritique. Donc les sols, ou bien les sols. Ces matériaux sont de nature et de granulométrie très variée. Donc ça, c'est en général ce qu'on appelle l'étude du sol. Donc cette figure, c'est-à-dire nous résume ce qu'on vient de dire. Donc les particules solides, les particules, donc l'eau ou bien la partie fluide nous donne ce qu'on appelle un pore ou bien un sol poreux, ou bien des pores de gaz. Donc le sol diffère profondément du matériau élastique, linéaire et isotrope. Donc c'est-à-dire on n'a jamais un sol qui est parfaitement élastique, linéaire et isotrope. Donc il est composé d'un squelette de particules entourées de plus ou moins d'eau et de gaz. Cet ensemble est caractérisé par un comportement très particulier. Donc il y a une absence ou bien presque de résistance à l'attraction. Donc il ne résiste pas à l'attraction du sol. Donc il est très faible vis-à-vis de l'attraction. Donc un comportement non linéaire. Il n'y a pas, c'est-à-dire ce qu'on vient de voir, donc elle n'est pas, la loi de Hooke n'est pas applicable, c'est-à-dire sur un sol, parce qu'il n'y a pas une linéarité, mais il y a un comportement non linéaire entre la contrainte et la déformation, ou bien une liaison non linéaire. Il y a une déformation non réversible, donc il n'est pas élastique, et une anisotropie. L'anisotropie, c'est-à-dire l'inverse de l'isotropie, donc il n'y a pas les mêmes comportements dans les trois directions. On n'a pas le même, on ne trouve pas le même comportement. Et un effet du temps, il y a le fluage, l'axation, la fatigue, surtout important pour les sols fins saturés. Donc les sols fins saturés, c'est le problème des géotechniciens. Donc il faut résoudre, il faut toujours résoudre ces problèmes. Il faut trouver des solutions pour ce type des sols pour ne pas avoir de dégâts dans la nature. Donc ça, c'est une autre figure qui nous démontre les constituants d'un sol. Donc pour mieux comprendre la rhéologie des sols, il faut avoir une base dans la mécanique des milieux continus. Pour ça, c'est-à-dire, je vous ai fait une petite partie pour, comme rappel des relations, c'est-à-dire que vous avez vu de l'année passée dans la mécanique des milieux continus. Donc en général, qu'est-ce qu'on a, c'est-à-dire, on a besoin de quoi? De quel bagage?
de la mécanique de milieu continu pour l'utiliser dans la rhéologie des sols. Donc en général, tout ce que vous avez fait, tout ce que vous avez eu dans la mécanique dans le MMC, vous aurez besoin. Ce sont donc tout type de contraintes, tout type de tenseurs, tout type de, c'est-à-dire de vecteurs. Donc on a besoin, par exemple, il faut déterminer le vecteur de déplacement. Pourquoi un déplacement? Puisqu'il y a un mouvement. Il y a, c'est-à-dire, je m'excuse, il y a une déformation, donc il y a un mouvement. Parce que c'est-à-dire, il y a une application d'un effort, il y a une déformation, donc ça peut provoquer un mouvement. Donc on aura un déplacement qu'on appelle le vecteur U. Le vecteur I, donc selon, si on a, c'est-à-dire on applique ça, c'est-à-dire en tridimensionnel, donc selon les 3x, x, y et z. On aura besoin d'un tenseur de déformation qu'on appelle epsilon, donc dans les trois directions. Donc le premier, c'est selon l'axe X, et deuxième, l'axe 1 et l'axe 2. Donc la ligne 1 et la colonne 1. La ligne 1, donc dans tout ça, donc selon le premier axe, etc. Donc tout ça, vous allez, c'est-à-dire il faut réviser le MMC. Donc juste un petit rappel ici, mais s'il y a quelque chose, c'est-à-dire qu'il manque, il faut revenir au cours de MMC. Pour cette raison, je vous invite de lire cet ouvrage, ou bien c'est-à-dire de vous baser sur cet ouvrage pour mieux comprendre ce qu'on vient de faire. Donc je vais vous l'intégrer dans la plateforme. C'est un ouvrage très détaillé sur la mécanique des milieux continus où vous trouverez tous les détails, tout ce que c'est-à-dire vous aurez besoin pour l'appliquer dans la rhéologie des sols. Donc j'ai pu tirer quelques phrases ou bien quelques paragraphes de cet ouvrage, mais c'est-à-dire pour mieux comprendre, il faut que vous-même vous consultez. Donc on a le tenseur de contrainte aussi, donc le sigma. Donc tout ça, c'est-à-dire vous êtes familiarisé avec ces symboles, donc pour mieux comprendre la rhéologie des sols. Donc les relations de compatibilité qui lient les déplacements. Donc il y a les relations constitutives, ou bien les équations constitutives qui lient, ou bien c'est-à-dire qui nous lient la contrainte ou déformation, et il y a les équations, ou bien les relations de compatibilité qui lient les déplacements et les déformations. Donc on aura ces relations de compatibilité. Donc on a le epsilon, la déformation c'est quoi? C'est la dérivée du déplacement par rapport à l'axe. Par exemple, si on est sur l'axe x, on aura le epsilon x, donc c'est le du sur le dx, etc. Et ça, tout ce qui est epsilon, c'est une déformation longitudinale. Tout ce qui est gamma, c'est une déformation transversale. Parce que pourquoi transversale? Parce que ça se fait, c'est-à-dire c'est une déformation qui n'est pas, c'est-à-dire alignée, mais c'est-à-dire elle se fait selon, c'est-à-dire deux voies, bien deux axes. Donc sigma xy selon l'axe y et x. Donc le déplacement, la dérivée du déplacement u par rapport à l'axe y et l'inverse, et la dérivée du déplacement v par rapport à l'axe x. Donc tout ça, on appelle les relations de compatibilité. Donc il y a la loi de Hooke. Donc on connaît tous la loi de Hooke, c'est-à-dire la relation simplifiée de la loi de Hooke, c'est-à-dire sigma égale à E epsilon. Donc on a dit pourquoi sigma égale à E epsilon, c'est une équation de droite, parce que l'équation de droite c'est quoi? C'est le y, par exemple, y égale a fois x. A c'est la pente. Donc le E c'est la pente. Le E, c'est le module longitudinal, le module d'élasticité longitudinale. Donc ça, c'est une relation simplifiée. Mais la relation générale de la loi de Hooke sous forme matricielle, on peut l'écrire telle l'équation ou bien la formule N6. La formule N6. Donc sigma et epsilon sont respectivement le tenseur des contraintes et de déformation. Donc ça, c'est une écriture matricielle. Le H, c'est la matrice qui définit le comportement du solide et dépend du milieu. Donc selon les milieux, c'est quoi? Ça, c'est le H. Ça, c'est l'écriture matricielle de H. Donc on a le H sigma et le HT. C'est quoi le H sigma et le HT? Donc tout ça est détaillé dans ces relations. Donc H sigma, elle est liée au module d'élasticité longitudinale E et le coefficient de Poisson, et HT, elle est liée au module d'élasticité transversale G fois la matrice identique. Donc le G, donc il faut toujours, surtout ces petites formules, donc il faut les apprendre. Donc
formules c'est-à-dire qu'on utilise souvent dans la mécanique des milieux continus. Donc le G égale à E sur 1, deux fois 1 plus nu. Le nu, c'est le coefficient de Poisson. Donc on passe à une autre relation donc, matricielle. Donc c'est la relation entre les contraintes des formations. Donc cette relation, il faut aussi la prendre. Donc on a tout ça, on a le sigma x, donc on a les contraintes longitudinales et les contraintes transversales. Ça, ce qu'on appelle les taux, les cisaillements. Ça, c'est les contraintes longitudinales et les contraintes transversales, le taux x, taux y, taux z, taux xy, taux yz plutôt, taux xz et taux xy. Ou bien on les appelle sigma yx. Donc, ça veut dire les deux appellations sont justes. Mais la même chose pour les epsilon. Ça, c'est les déformations longitudinales. Tout ce qui est yz, si on a, c'est-à-dire les symboles ne sont pas les mêmes, donc on a deux axes, donc on est en transversal. Par exemple, ici, on a un seul axe, x, x, y, y, z, z, donc on est dans longitudinal. Mais s'il y a un mélange entre les deux axes, donc il faut toujours comprendre qu'on est dans le transversal, ou que ce soit pour la contrainte ou bien pour la déformation. Donc les équations d'équilibre pour un solide quelconque s'écrivent sous la forme. Donc ça, c'est les équations d'équilibre. On a utilisé ça dans la résistance des matériaux l'année passée. Donc pour avoir, c'est-à-dire pour avoir l'équilibre, pour calculer les réactions d'appui, si vous vous rappelez. Donc on a utilisé mais je vous ai donné, c'est-à-dire la forme simplifiée. Donc ça, c'est l'écriture générale, c'est les équations d'équilibre. On a trois équations d'équilibre en 3 dimensions. Donc encore sous la forme matricielle, donc c'est la divergence de sigma transposé plus le tenseur bien le composant des forces, le vecteur des forces. On passe à l'état de contrainte et déviateur aussi, c'est-à-dire il faut revenir au MMC pour comprendre ces symboles. C'est-à-dire on décompose habituellement le tenseur des contraintes en déviateur, c'est-à-dire la partie déviatorique et la partie sphérique. Donc le delta IJ, si je dis delta IJ, c'est-à-dire ça veut dire c'est la composante de la contrainte dont la ligne I et la colonne J. Par exemple, delta N2, delta N1, N2, N3. Donc n'importe, donc on aura la composante égale à sigma point delta IJ plus SIJ. Delta est la partie sphérique. Donc delta, on a le calcul directement, c'est le 1 tiers de I1. I1 c'est l'identique, donc on aura ça. Et pour le S, c'est le déviateur. Le déviateur, c'est le tenseur qui a une trace qui est égale à 0. Trace nulle. Donc, c'est ce qu'on appelle déviateur. Donc, vous pouvez, c'est-à-dire, vous revenir au MC pour mieux comprendre. Donc, le SII égale à 0. Donc, SIJ égale sigma IJ. Donc, tout ça, c'est des écritures, c'est-à-dire des composantes. Donc, sigma KK, tout ce qui est K, donc c'est ce qui est sur la diagonale de notre matrice. La matrice, donc si on a une matrice en 3 dimensions, si on a une matrice de 3 dimensions, donc on aura par exemple sigma 1, sigma 2, sigma 3, c'est sigma KK. Donc ce qui est sur la diagonale, sigma 1, sigma 2, sigma 3. Donc le tenseur déviateur de contrainte, c'est la même chose. Donc on aura l'écriture en général de S égale à sigma moins sigma M fois I. Et sigma M, c'est quoi? C'est la moyenne des sigma. Donc c'est la moyenne de sigma KK. Donc sigma 1 plus sigma 2 plus sigma 3 sur 3, ce qui est égal à moins P. C'est la pression hydrostatique. Donc c'est quoi sigma M? Tout ça est bien détaillé dans les formules qui viennent. Donc tout ça, tout ce que je vous donne est bien détaillé. Sinon, vous pouvez revenir au cours de MMC pour avoir une idée sur ces symboles. Donc le S. Donc on a la partie sphérique et la partie déviatorique. Par exemple, si on prend des exemples réels, ce qui est réel, par exemple, si on a état de tension, compression hydrostatique. La compression hydrostatique, c'est l'eau interstitielle, la compression de l'eau. Donc les trois contraintes principales sont égales. On a l'égalité, le déviateur est nul et toutes les directions sont principales. Donc on a seulement le sigma, on a seulement sur la diagonale, sigma 1, on a seulement parce qu'il n'y a pas de cisaillement. Donc pour la pression hydrostatique, il n'y a pas de cisaillement. Tout ce qui est cisaillement, il est nul.
le sigma 1,2, sigma 1,3, sigma 2,1, sigma 2,1, 2,3, sigma 3,1 et 3,2 sont nuls. Donc, on n'a pas de cisaillement pour l'eau interstitielle. Donc, on aura quoi pour la pression interstitielle? Donc, on aura le sigma, c'est le même dans les trois directions. On a seulement les contraintes principales. Donc, pourquoi on les a appelées contraintes principales? Vous avez vu ça l'année passée. Donc, c'est parce que les contraintes transversales sont nulles. Si on a seulement les contraintes de la diagonale, on les appelle contraintes principales. Donc, qui représente un état de tension. Si sigma est supérieur à 0. Donc, si on a la contrainte, elle est positive, donc c'est une tension. Sinon, c'est une compression. Donc, sur toute facette s'exerce donc une contrainte purement normale. Donc, ça, vous remarquez ici pour la tension, il y a, c'est-à-dire ça tire, sinon ça comprime. Donc, c'est l'état de contrainte qui existe dans les fluides à l'équilibre, d'où la terminologie hydrostatique, parce que c'est pour les fluides. Par exemple, si on prend un état de contrainte, un autre état de contrainte, ça, c'est-à-dire c'est des cas réels et comment on les écrit sous forme matricielle. Donc, c'est-à-dire c'est l'état de contrainte, ce qu'on appelle état de contrainte de ce qu'on a. Par exemple, si on a une contrainte de révolution, état de contrainte de révolution, donc on a quoi? Donc, on a les trois contraintes, mais principales ne sont pas égales. Par exemple, ça, c'est donc deux contraintes principales coïncident. Les directions principales sont la direction X1, bien X1, pour le sigma 1 et pour le sigma 2, sigma 3, donc on a les mêmes directions, c'est X2, X3, donc on aura sigma 2 parce que c'est égal. On aura sigma 2 égal à sigma 3. Donc la décomposition du déviateur est partie sphérique. On aura le déviateur, c'est quoi? Le sigma fois le I plus le S fois, ça c'est l'application de ça, ce qu'on vient de voir ici. La partie sphérique S, c'est le sigma moins sigma n fois 1. Donc le S égale à quoi? Donc égale le sigma moins sigma 1 fois I. Le sigma c'est sigma 1, 2 et 3, moins sigma, le tiers. Donc on a sigma 1 plus 2 fois sigma 2 sur 3 fois 1, 1. Donc ce qu'on vient d'appliquer ici, donc on aura avec donc sigma fois ça, plus S fois 1, moins 1 demi, moins 1 demi. Donc le sigma égale sigma plus sigma 1 plus 2 fois sigma 2, 3, et le S égale à 2 fois sigma 1 moins sigma 2 sur 3. C'est une application de ces formules, donc vous pouvez le refaire pour mieux comprendre. Donc ça c'est le S, on va voir le résultat qu'on vient de trouver. Et pour avoir, c'est-à-dire en fin de tenseur de S, tenseur en fonction des valeurs propres du tenseur contrainte. Donc, c'est l'état de contrainte qui se réalise dans le sol en profondeur. Donc, dans un sol en profondeur, si on prend un échantillon, en général, on a une contrainte selon l'axe X de révolution. Donc, on a, par exemple, c'est l'axe de ce cylindre. Et on a les autres contraintes latérales. Donc, c'est des contraintes latérales. Sigma 2 et sigma 3 sont des contraintes latérales, donc elles sont identiques. Donc, on aura sigma 1 selon l'axe X1 ou bien qu'on appelle Y ou Z, c'est-à-dire n'importe quel type d'axe. Si on a le X ici, donc il reste ici. Dans ces deux directions, le Y et le Z. Donc, on aura le sigma 2 égale à sigma 3. Donc, pour un état de contrainte de traction, bien de compression, si on a un état de contrainte de contraction, donc on a une seule contrainte ici. Donc, les autres sont nuls. Donc, on aura l'écriture, l'état de contrainte s'écrit comme ça. Si on a une traction, le sigma est positif, sinon il est négatif. Donc, c'est un cas particulier du précédent. Donc, juste, on a le sigma 2 égale à 0. Donc, pas de contrainte latérale. C'est l'état de contrainte le plus facile à réaliser expérimentalement. Il suffit d'exercer une force longitudinale sur un barreau ou bien un échantillon de sol et c'est de traction.
Donc ça, on peut l'appliquer sur un sol, sur du béton, n'importe, donc c'est-à-dire selon le type de matériaux qu'on a. Si on a un cisaillement pur, donc on n'a pas de contraintes longitudinales, on a seulement les contraintes transversales. Donc, mais on a selon une seule direction. Par exemple, on a selon un seul axe. Donc, c'est un état de contrainte purement déviatoire. Donc, les directions principales sont l'axe x3. Donc, sigma 3 égale à 0. On a égale à 0. Donc, sigma, les directions principales sont l'axe x3. Donc, les trois axes, les trois contraintes sont nulles. Et les bisectrices des axes x1 et x2, contrainte principale, donc plus tôt et moins tôt. Donc, on aura la contrainte de cisaillement dans les deux axes. Donc, si on a un cisaillement pur, donc on a le taux ou bien le sigma. Par exemple, ici, le taux, c'est quoi? C'est le sigma 1, 2. Et ici, c'est le sigma 2, 1. Ou bien le taux 1, 2, taux 2, 1, elles sont égales. Donc, on aura taux en général, c'est-à-dire on écrit taux. Ça, c'est pour une contrainte de cisaillement pur. Si on a un état de, par exemple, l'état de plan de contrainte, un état plan, donc on est dans un, c'est-à-dire selon un plan, l'état de contrainte plan. Donc on a un plan, par exemple, si on a le plan X, Y, donc tout ce qui est sur l'axe Z est nul. Donc on a le plan X, Y seulement. Donc toutes les contraintes de ce plan, c'est-à-dire ne sont pas nulles. Seulement les contraintes qui sont sur l'axe Z, le troisième axe. Par exemple, si on a l'axe, par exemple, X, Y, Z, par exemple, on n'écrit pas comme ça. On va écrire sigma 1, 2, 1, 3, 2, 2, 2, 3. Et les autres sont nuls. Donc ça, c'est l'état plan. Donc selon le plan qu'on a, donc ici on a le plan X1, X2, par exemple, et XY. Donc on aura seulement les contraintes dans ce plan. Donc on a la contrainte longitudinale et les contraintes transversales. Plutôt les longitudinales, c'est sigma 1, 1 et 1, 2. Tout ce qui est, c'est-à-dire perpendiculaire à l'autre axe, donc sigma 1, 1, sigma 2, 2. Et tout ce qui est latéral, donc c'est sigma 1, 2 dans les deux directions. On peut écrire ici 1, 2, 2, 1 ou bien 1, 2 parce qu'ils sont identiques. Donc les directions principales sont la direction x3 et deux directions perpendiculaires au plan x1, x2. Donc lorsque le n varie, le n c'est la direction varie dans le plan x1, x2, le vecteur contrainte reste dans le plan et il est possible de se limiter au plan x1, x2. Donc nous ferons l'étude complète dans les autres paragraphes. Donc comportement rhéologique des géomatériaux. En général, il y a un comportement rhéologique, dit rhéologique, comportement simple. Donc cette partie, je vais la laisser pour la prochaine vidéo. Je vous demande de bien, c'est-à-dire de vous rappeler ou bien c'est-à-dire de faire une petite révision sur le MMC pour mieux comprendre la rhéologie. Parce que si vous n'avez pas de base, si vous n'avez pas de bagage dans le MMC, surtout la mécanique des milieux continue, c'est-à-dire vous ne pourrez pas comprendre la rhéologie. Pourquoi, c'est-à-dire on fait l'étude de la rhéologie, c'est pour la modélisation, pour pouvoir modéliser des phénomènes, surtout dans le domaine géotechnique. Par exemple, on a c'est-à-dire des glissements de terrain et tout. Donc, il faut c'est-à-dire comprendre le phénomène lui-même. Il faut comment c'est-à-dire faire la simulation de ce qui est réel à la théorie c'est-à-dire pour le modéliser. Donc, il faut bien comprendre, il faut avoir un bagage dans la mécanique des milieux continus pour pouvoir c'est-à-dire avancer dans la rhéologie. Donc, je vous laisse ici pour la prochaine vidéo.